m'appellerai Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. J'aurai un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerai des galettes et je boirai de la godinette. Bonjour à tous. Et ben voilà, on se refait une vidéo, il était temps, hein, j'ai traîné un petit peu, mais désolé, je travaille. Et puis, comme disait, je crois que c'était, comment il s'appelait, pas De Gaulle, mais Jacques Chirac, vu que les emmerdements, c'est comme les avions de chasse, ça vole toujours en escadrille, bon, on cumule. Le moteur du bateau, ça suffisait pas, on s'est fait la Golf aussi, tant qu'à faire, sur un parking. Donc j'ai la Golf sur le dos aussi, ce qui me fait perdre un petit peu de temps, ce qui me fait perdre aussi pas mal de temps, c'est mon travail. J'ai beau expliquer à mon patron que je me contenterais largement du salaire et qu'il pouvait donner le travail à quelqu'un d'autre. Il a visiblement pas le même sens de l'humour que moi, il tient absolument à ce que je bosse pour ce qu'il me paye. Donc, et actuellement, beaucoup de boulot. Pas beaucoup de fret, donc beaucoup de boulot. C'est paradoxal. Dans le transport, moins t'as de travail et plus tu rames. Bon, pour en revenir à notre moteur de DAF, on a fait un petit peu à l'arrache, je vous l'avoue, des vidéos aujourd'hui pour que je puisse enfin publier un petit peu l'avancement des travaux. Donc vous nous en voudrez pas, les images sont un petit peu sombres. Et ma caméraman a Parkinson, elle bouge un peu. Je l'aime quand même. Petit clin d'œil parce que je viens de lui faire la remarque en disant putain c'est sombre et puis il bouge beaucoup. Mais c'est pas grave, hein, on comprend quand même. Donc je commence le montage et je vais réintervenir dans la vidéo à chaque fois entre les séquences pour mettre des compléments d'information. Donc c'est parti, je vous envoie ça et je vais vous redire bonjour dans 3 secondes parce que je pensais pas que je le ferais à vrai. Allez, à plus. Bonjour à tous, enfin si je vous ai pas déjà dit bonjour à l'occasion du montage, on se retrouve donc à l'atelier pour faire un petit point sur cette fameuse culasse. La vidéo était longue à venir, mais il y avait beaucoup de boulot et on est loin d'avoir fini. Donc, première chose, on s'est occupé de démonter complètement ce qu'il y avait sur cette fameuse culasse pour essayer d'atteindre des joints de queue de soupape, ce que je pensais être défectueux. Grosse surprise, sur ce moteur, on n'a pas de joint de queue de soupape. Alors je vous explique, le principe est très simple. La soupape traverse notre culasse et là il y a les fameux petits marteaux qui les ouvrent et qui les ferment. Et là, sur la majorité des moteurs, il y a un joint en plastique qui empêche l'huile de passer le long de la queue de soupape pour aller vers le moteur. Sur ce moulin-là, il n'y a rien. Ce qui fait l'étanchéité, c'est la précision d'alésage qu'il y a entre cette pièce, qu'on appelle un guide de soupape, et la queue de soupape, cette partie-là. Manque de bol, pas de joint de queue de soupape, donc ça a été une surprise. Il est monté comme ça. Alors ça explique peut-être pourquoi les DAF ont tendance à fumer plus que les autres. Parce qu'ils sont montés comme ça, il n'y a pas de joint de queue de soupape. L'avantage par contre, c'est qu'il y a constamment un tout petit filet d'huile qui coule le long de la queue de soupape, ce qui évite des usures. Et effectivement, je me suis amusé à mesurer les queues de soupape. Elles sont quasi neuves, alors que ce moteur a, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, l'équivalent d'1 500 000 km. Donc malgré ça, les queues de soupape sont nickel. On reparlera des guides de soupape dans quelques instants, eux ils le sont un petit peu moins malheureusement. Donc, j'ai passé un temps fou à nettoyer toute la partie supérieure. Elle est de nouveau saine, pas endommagée, pas usée, rien. La question qui se pose, c'est ces guides de soupape. On voit ça dans quelques instants. Une autre partie du boulot qui m'a pris énormément de temps, comme vous le savez, il était énormément encrassé ce moteur. Donc, on va le bouger. Et je vais vous montrer où j'avais les plus grosses mauvaises surprises. Et elles sont ici. Alors, est-ce que tu peux venir avec la caméra? Je vais vous éclairer ça. Voilà, tous ces tunnels, j'ai passé des heures et des heures à les gratter, à les nettoyer parce qu'ils étaient complètement bouchés de suie. C'est évident que le moteur ne respirait plus correctement. Maintenant, ils sont tous de nouveau complètement ouverts. Ça m'a pris des heures de gratter ça d'abord au tournevis, parfois même marteau et tournevis pour réussir à décoller la suie. Pour vous donner une ordre d'idée,
j'ai rempli un pot comme ça, et il y en a encore par terre. Tellement il y en avait, c'est énorme. Donc ça a pris un temps fou à être enlevé, rien que pour que le moteur puisse de nouveau évacuer correctement ses fumées d'échappement. Et évidemment, il y a une grande chance que ce qui atterrissait dans l'eau sortie du pot d'échappement vienne de là. Parce qu'évidemment, ils étaient complètement encrassés, ils étaient à moitié fermés, ces tuyaux. J'essaierai de vous remettre une photo dans la vidéo que je vais faire pour vous montrer la différence entre maintenant et après. On va passer à la partie la plus intéressante. Et avant. Et avant, oui, pardon. Merci Myriam. La partie la plus intéressante, elle s'est déroulée là. Donc ça, c'est l'intérieur de notre moteur. C'est ici qu'on a les soupapes qui travaillent. Et c'est ce qui fait tout le boulot de notre moteur. Donc les soupapes, je vais récupérer la soupape que j'avais en main tout à l'heure. Voilà, elles viennent tout simplement là. Et c'est là, ça s'ouvre, ça se ferme pour faire l'admission et l'échappement. Donc on a une soupape d'admission, c'est celle-ci. Et sa grande sœur, la soupape d'échappement. Quand on fait rentrer l'air, c'est celle-là qui s'ouvre. Elle se ferme, ça compresse, ça pète. Et pour évacuer les fumées, c'est celle-là qui s'ouvre. Les chiffres que vous voyez, là je vais les mettre dans l'autre sens. Attends, je vais tourner. Ou alors tu tournes. Parce que ceux-là sont aussi dans l'autre sens. Les chiffres que vous voyez, c'est justement le jeu qu'il y a entre mes guides de soupape et mes queues de soupape. J'ai récupéré les logs techniques de ce moteur pour essayer de comprendre comment il pouvait fonctionner sans joint queue de soupape. C'est tout bête. C'est l'alésage, le jeu que la soupape a entre son guide et sa queue. Alors pour mesurer ce jeu, je me suis servi d'un appareil comme ça, un petit comparateur, et on mesure le jeu tout simplement en mettant l'appareil contre, voilà, on le met à 0, s'il veut bien. Alors je vous le fais rapidement, il faut être plus minutieux que ce que je fais pour la vidéo, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment on fait. Et à partir de là, vous pouvez mesurer le jeu que vous avez, voyez. Donc là, on voit qu'on arrive à... Hop là, j'avais mal calé. Et évidemment, c'est quand on veut faire une démo que ça ne marche pas comme ça devrait. Est-ce que là, il est bien calé? Voilà, là, il est bien calé. Donc... j'ai droit à 16 centièmes de jeu. Là, je suis malheureusement à pratiquement 25 centièmes de jeu. On voit l'aiguille qui passe pratiquement à 25. Elle part du 0 et elle va au 25. Ça veut dire que cette soupape bouge de 25 centièmes dans son guide. Et d'après la doc technique de ce moteur, cette soupape devrait bouger au maximum de 10 centièmes de jeu. Donc on a 15 centièmes de jeu de trop. C'est ce qui peut expliquer que l'huile passe entre la queue de soupape et le guide de soupape. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ça vaut le coup de changer ces guides de soupape? Est-ce que la panne vient vraiment de là? Je vais devoir me rapprocher de mécaniciens qui connaissent bien ce genre de moteur pour savoir si ça vaut le coup de les changer. Pour la bonne et simple raison que je sais, par expérience avec mes vieilles bagnoles, que les pièces de reproduction sont toujours de moins bonne qualité que les pièces d'origine. Et les pièces d'origine de ce moteur n'existent plus. Je peux que avoir de la pièce de reproduction. Si elles ne sont pas parfaites, au lieu de diminuer le jeu que j'ai, je risque d'avoir le même, voire même de l'augmenter. Donc je ne suis pas sûr d'avoir envie de me lancer dans un changement de guide de soupape. Ce qui est possible avec une presse et un petit peu de temps, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Je sais pas. Alors, comme je le dis dans cette vidéo, c'est un exemple, comment on mesure le jeu d'une soupape dans le guide de soupape. Ça prend pas mal de temps de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas seulement vérifier le jeu dans un sens, mais également dans l'autre, longitudinal et latéral. Et après, on fait la moyenne des deux. Donc, toutes les soupapes ont du jeu. Le plus grand jeu que j'ai mesuré, il est de 16 centièmes, je crois, au-dessus de la tolérance. Je vais me renseigner pour voir ce qu'il y a vraiment lieu de faire. Est-ce que ça peut vraiment jouer? Est-ce qu'il vaut mieux le laisser comme ça? Comme je le disais, j'ai eu déjà tellement de mauvaises surprises avec les pièces de reproduction que c'est peut-être plus raisonnable de le laisser comme ça.
On continue avec la suite et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, une des autres opérations que j'ai fait sur ce moteur pour lui redonner de l'étanchéité, après je prendrai ma décision pour les guides de soupape, mais il y a une autre opération, c'est ce qu'on appelle le rodage de soupape. En s'usant, le moteur devient de moins en moins étanche entre le siège de soupape, qui est là, et la soupape elle-même. Le problème, c'est que quand ces deux-là ne sont plus parfaitement étanches, vous perdez et en puissance, mais surtout, ça laisse passer entre la soupape et la culasse, quand c'est fermé, ça laisse passer de la pression, ça laisse passer beaucoup de choses. Donc, pour redonner une étanchéité à ça, on peut faire ce qu'on appelle un rodage de soupape. Opération très longue et très chiante. Ça se fait avec ce genre de choses. Alors, vous avez des pâtes à gros grains et des pâtes à grains fins, et ce qu'on appelle le rodoir. Et le but du jeu, c'est très simple. Vous mettez de la pâte sur le siège de soupape, ou alors sur la soupape, au choix. Vous collez votre soupape sur le rodoir et vous la faites tourner pendant des heures. Enfin des heures, j'exagère, mais ça prend des heures de faire tout le moteur. Mais une soupape comme ça, vous mettez un certain temps à la roder. Il y en a une, j'ai mis plus d'une heure et demie à la roder, tellement le siège était abîmé. Et à force de faire ça, après vous essuyez, vous regardez si c'est en train de redevenir propre, vous remettez de la pâte et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez, là on le voit bien si on a un peu de lumière, voilà. Il faut que les surfaces soient vraiment bien grisées, bien propres, sans aspérité. On voit rien, il y a trop de lumière. Ah, et si je recule un peu la lumière? Bon. Voilà. Et pareil pour la soupape, il faut qu'on ait un beau filet bien gris, bien étanche. Et à partir de là, vous avez fait ce qu'on appelle un rodage de soupape. Ça redonne un sacré coup de jeune à des vieux moteurs. Je vais essayer de vous trouver des photos. Je crois que Myriam a fait des photos d'avant le rodage de soupape pour vous montrer la différence entre maintenant et avant, quoi. C'était assez catastrophique. Ça m'a même permis de voir que j'avais une soupape qui était un petit peu endommagée. Je suis en train de la chercher sur internet pour voir si je peux la changer. Je vais vous montrer son défaut. Si je la retrouve, c'est une soupape d'admission, ça je m'en rappelle. Voilà, celle-ci. Regardez le défaut qu'elle a, on le voit tout de suite, il y a un point. Trop près la lumière. Il y a un point au bout de mon doigt. Il manque un tout petit morceau de soupape et c'est pile à l'endroit où il faut qu'elle soit étanche. Donc cette soupape-là, elle mériterait d'être remplacée. Maintenant, il faut la trouver. Le problème, c'est que je ne l'ai pas encore trouvée. Donc, un rodage de soupape qui a été très très long à faire, mais maintenant on peut dire que la culasse est entre guillemets terminée. Prochain truc, c'est réussir à choper un mécanicien qui connaît bien ce genre de vieux moteur, ça a 50 ans, et lui demander, discuter avec lui pour savoir si ça vaut le coup de se lancer dans un changement de guide de soupape. Perso, j'ai un doute, je pense pas que ça va grandement changer les choses, ou si on le laisse comme ça. Le boulot est terminé, elle est pratiquement prête à être remontée. Alors la prochaine opération, c'est de remonter les soupapes et les ressorts de soupapes. Alors ça, je peux vite vous le montrer aussi. On va couper la vidéo le temps que je prépare et puis je vous montre aussi le remontage d'une soupape. Et comme ça, vous aurez vu l'intégralité de ce qui est fait. Alors, dans la vidéo qui va suivre, je ne vais pas vous montrer le remontage d'une soupape. J'ai décidé de faire le contraire. J'ai remonté une soupape sur la culasse et je vais vous montrer comment on les démonte. Et c'est exactement la même chose pour la remonter, sauf que c'est un petit peu plus chiant parce qu'il faut bien mettre en place ce qu'on appelle les demi-lunes. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Je vais également vous mettre une photo d'une soupape qui a été rodée. Donc voilà, c'est cette photo-là. À gauche, vous avez une soupape et un siège de soupape qui sont rodés. Et à droite de la photo, vous voyez une soupape et un siège de soupape qui n'ont pas encore été rodés. Ça vous permet de voir la différence visuellement, la gueule que ça a, entre avant et après.
Cette opération est vachement importante parce que ça permet de regagner énormément de compression dans le moteur, donc de puissance, et ça permet surtout d'avoir moins de saloperies qui passent dans le pot d'échappement quand ça doit rester dans les cylindres. Une grosse partie des merdouilles qu'on a avec ce moteur viennent de là, je pense, entre autres. Donc, je vous montre vite cette histoire de soupape et on se retrouve juste après. Alors, j'ai vite remonté une soupape pour vous montrer comment ça se démonte, et le remontage, c'est exactement l'opération inverse. Donc on se sert de ce genre de choses quand on est feignant. Il y a d'autres méthodes, mais je suis feignant. C'est un appareil qui permet tout simplement de compresser le ressort, enfin les ressorts, parce que dans l'occurrence, il y a 2 ressorts par soupape. Donc on se sert de ça pour compresser notre ressort. Et il faut lui donner à un moment donné un petit toc, un petit coup, pour débloquer ce qu'on appelle les demi-lunes. Je vais essayer de tenir ça pour qu'on le voit. Non, on ne le voit pas descendre. Donc voilà. Et là, vous voyez au milieu, il y a 2 demi-lunes qui viennent de se séparer de la queue de soupape. Elles sont là. Éclaire avec ta lampe. On va éclairer avec la lampe, comme ça on les voit les demi-lunes. Voilà, elles sont là. Je vais les choper avec mon aimant. Voilà, en voilà une. La deuxième qui s'est barrée un peu au fond, c'est pas grave. On va la récupérer en desserrant. Et c'est ces demi-lunes-là qui tiennent la soupape en fin de compte, avec la pression des ressorts. Donc une fois qu'on a récupéré les demi-lunes, on desserre. Je vais essayer de récupérer la deuxième plutôt que de la coincer, mais elle n'a pas envie. Voilà, elle est en train de venir. Non, elle coince. Il fallait qu'il y ait une demi-lune qui ait envie de jouer pendant la vidéo. J'ai retiré toutes mes soupapes sans aucun problème, mais là, celle-là, elle a envie de jouer. Voilà, elle est venue. Ouais, jusqu'au bout, elle doit rester dedans. Bon, c'est pas grave. Donc, ça libère complètement les ressorts. Je vais éclairer pour qu'on voit bien. La demi-lune qui est restée dedans, là, on la voit bien. Elle est là. La voilà. Donc c'est ça qui tient en fin de compte la soupape. Voilà ce qui tient la soupape dans cette pièce. Une fois qu'on a enlevé les 2 demi-lunes, tout s'enlève, tout simplement. Premier ressort. Et comme je le disais sur ce moteur, 2 ressorts. Et notre soupape, elle est libérée. Elle tombe toute seule. Voilà comment on enlève une soupape. Le remontage, c'est exactement pareil, sauf que vous vous arrachez les cheveux, réussir à remettre les demi-lunes pile à leur emplacement, c'est un petit peu fastidieux, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour démonter les soupapes. Donc, c'est l'étape suivante, on va remonter toutes les soupapes, maintenant qu'elles ont été rodées et que tout a été nettoyé. J'ai nettoyé les ressorts et les contrôlés aussi. Alors ça, c'est aussi une bonne chose pour ce moteur qu'il ait 2 ressorts, pour la bonne et simple raison qu'une des pannes les plus classiques, et j'ai connu ça sur un Mitsubishi, c'est que si vous n'avez qu'un seul ressort et que le ressort casse, ça lâche les 2 demi-lunes et la soupape tombe dans le cylindre. Et là, vous avez une casse qui est quand même assez importante. L'avantage d'avoir 2 ressorts, c'est que s'il y en a un qui pète, la soupape continue d'être tenue par sécurité grâce au petit ressort qui est à l'intérieur qui maintient la pression sur ces 2 demi-lunes pour que la soupape ne tombe pas dans le moteur. Donc c'est assez pratique parce que il ne casse pas. De temps en temps, vous regardez et si vous voyez que le ressort extérieur est en parfait état, tout va bien. Si vous voyez que le ressort extérieur est cassé en 2, là, il faut dardard intervenir parce que votre soupape n'est tenue plus que par le ressort de sécurité. Donc ça, c'est un système qui est pas mal du tout chez DAF. Ça fait partie de la fameuse fiabilité de ces moteurs. On n'a jamais vu une soupape de DAF tomber dans le cylindre avec un système pareil. Dommage que les autres constructeurs ne le fassent pas. Donc voilà un petit peu tout ce qui a été fait sur cette culasse. Et je vous fais un petit résumé dans quelques instants en vidéo. Alors, nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo. À chaque fois, la conclusion, je regarde encore une fois tout ce que j'ai monté pour faire la conclusion. Donc il y a plusieurs choses. Premièrement, on sait qu'on a des guides de soupape qui sont
pas terribles, ils sont usés, bon, ils ont de l'âge, hein, il a 50 balais le machin. À voir si ça mérite d'être changé. Il faut qu'ils aient un minimum de jeu. Il faut qu'il y ait 16 centièmes de jeu pour que le filet d'huile coule sur les queues de soupape pour les lubrifier. Au-delà de 16 centièmes de jeu, c'est une usure anormale. C'est ce qu'on a. D'un autre côté, cette usure anormale, elle est de 14 centièmes de jeu au maximum. Est-ce que ça change le monde? Est-ce que ça mérite d'être corrigé? Je vais faire des recherches et je vais voir. Le nettoyage, de toute façon, de ce moteur, vu la quantité de merde que j'en ai sorti, ne peut être que bénéfique. Donc de toute façon, j'ai pas perdu mon temps. Je vous remets quand même 2-3 photos pour vous rappeler de où on est parti. Voilà, les petites photos. Et voilà où on est arrivé. Donc on a quand même déjà bien bossé quand même, hein. Ça lui change la truffe. C'est clair que de toute façon ce haut moteur tournera mieux, il ira mieux. Rien qu'avec le rodage de soupape, on a regagné en étanchéité. Le décalaminage, hein, le fait d'avoir complètement vidé toute la suie, tout ce qui était imbrûlé, de toute façon va permettre au moteur de mieux aspirer l'air et de mieux évacuer les fumées d'échappement. Donc de toute façon, le haut moteur, ça peut lui faire que du bien. Le bas moteur. Donc le bas moteur, c'est la partie qui est restée sur le bateau, c'est là où il y a les pistons, les cylindres, l'embiellage. Donc cette partie-là, je suis pas trop inquiet. Parce que l'embiellage, lui, il m'a jamais posé de soucis. Les pistons, les cylindres et la segmentation, c'est aussi une partie qui est très importante de notre moteur. Mais si vous vous souvenez, lors de la première vidéo, on a mesuré les compressions de ce moteur. Et elles n'étaient pas mauvaises. Elles étaient en moyenne à 27 bars, je crois. Malgré les fuites de soupape qu'on avait et ainsi de suite. Donc, je me fais pas de soucis pour la partie qui est restée sur le bateau. Et qui ne fait pas la majorité du boulot. La majorité du boulot, elle est faite par la culasse que j'ai actuellement à la maison et que je suis en train de retravailler. Donc, on continue. On va remonter donc toutes les soupapes. On va remonter les culbuteurs. On va redonner une bonne truffe à ce moteur. Et puis, la prochaine vidéo, ça sera de remettre en place ce haut moteur dans le bateau, joint de culasse, tout ça. Je vais vous faire une petite photo que je vais vous mettre là, histoire que vous voyez le nombre de joints qu'on va changer également. Donc voilà la photo. Ça c'est tous les joints qui sont nécessaires pour remettre en place ce qu'on a démonté. Et puis, je vous tiens au jus. Cette semaine, j'ai encore pas mal de choses qui m'attendent, donc vous attendez pas à une vidéo avant 15 jours. Mais la prochaine étape, ça se passera normalement sur le bateau pour remettre en place ce moteur et commencer à remettre en vie notre moulin. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Et puis, oui, la Golf, tiens, pour ceux que ça intéresse, je vous mets deux, trois petites photos de ce qui m'attend sur la Golf. Ça aussi, tant qu'à faire, hein. Quand on aime, on compte pas. Allez, bisous, à bientôt tout le monde. Je m'interromps tout de suite parce que je viens de vous lire quelque chose et j'ai pas envie de me prendre une tonne de commentaires sur ma chaîne YouTube parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on est bientôt 1000 à regarder les vidéos sur la restauration du moteur, alors qu'à l'origine, ces vidéos étaient destinées que pour nous. S'ils aiment se faire du mal, c'est pas grave. Alors, je viens de dire que la majorité du boulot est fait par le haut moteur. Alors, c'est à la fois vrai et pas. J'ai toujours considéré qu'en fin de compte, un moteur, il y a deux grandes parties qui sont vraiment distinctes l'une de l'autre. Vous avez le haut moteur, culasse. Cette culasse comporte les soupapes, les ressorts de soupapes, l'arbre à cam en tête pour les moteurs modernes, les culbuteurs pour les vieux moteurs. C'est aussi là qu'il y a les injecteurs, il y a la pompe à injection, le turbo est aussi en lien. Enfin, il y a énormément de choses qui tourne autour de ce que j'appelle le haut moteur, la culasse. C'est une partie qui est très importante et c'est celle qui va vous générer par la majorité des pannes.
Et en bas, vous avez le bas moteur. Le bas moteur, il se comporte de 3 grosses parties distinctes. L'embiellage, avec le vilebrequin et les bielles. Et après, piston, cylindre et segmentation. Donc il y a beaucoup moins de choses en bas. Et c'est beaucoup moins souvent sujet à panne. Un embiellage, jusqu'à ce qu'on pète un embiellage, il faut quand même le vouloir. La seule chose qui peut péter sur un embiellage, c'est ce qu'on appelle les coussinets de bielle. Vous localisez très facilement cette panne, hein, vous l'entendez à l'oreille. Hein. La deuxième partie du bas moteur, qui est très importante, c'est piston, cylindre, et entre piston et cylindre, il y a les segments. Les segments qui sont soit au nombre de 3, soit au nombre de 5, voire 6 pour certains moteurs. Et là aussi, ça fait un boulot important, mais les pannes sont très facilement localisables et relativement facilement réparables, mine de rien. Donc après, vous avez la culasse. La culasse, c'est celle qui comporte le plus d'éléments, c'est celle qui va vous générer le plus de pannes, c'est celle qui est la plus délicate à traiter, c'est ce qu'on est en train de faire sur les Manuela. Donc voilà pourquoi je dis que la culasse fait 80% du boulot, le bas moteur fait 20% du boulot. Non, c'est 50-50. Les deux parties du moteur sont importantes et complémentaires l'une de l'autre. Mais on a quand même beaucoup plus d'entretien et de risque de panne sur le haut du moteur que sur le bas du moteur. Voilà ce que j'ai voulu dire dans la conclusion de cette vidéo. Je commets une autre erreur, ça c'est par rapport aux vidéos, c'est que je vous dis que la prochaine vidéo, ça sera le remontage du haut moteur dans le bateau. Oui, mais je vais en faire une autre entre-temps, et ça sera le contrôle des injecteurs, parce que je ne les ai pas encore mis sous pression, je n'ai pas encore vérifié mes injecteurs, et ça sera la prochaine vidéo, certainement le week-end prochain, parce que c'est quelque chose qui va me prendre que 3-4 heures, donc on va faire le contrôle des injecteurs le week-end prochain. Voilà, maintenant je vous fous vraiment la paix, je vous souhaite un bon week-end. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette.